Hey, bonjour Marie-Ève, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut! Je suis contente, on va pouvoir parler d'intelligence artificielle ensemble aujourd'hui. Oui, Puis là, ça va être le peux-tu... fun. Oui, ça va être le fun. Peux-tu nous expliquer un petit peu où tu es, puis c'est quoi un peu ton expérience avec l'IA? Dans le fond, moi, c'est Marie. Moi puis Émilie, on se connaît depuis quelques années. Et le pourquoi que je suis en virtuel, c'est parce que j'habite au Mexique maintenant. Puis, c'est ça, dans le fond, on s'est connus dans le temps que j'étais photographe. Et par le fait même, quand j'ai déménagé au Mexique, j'ai décidé de changer carrément toute mon entreprise et tout ça. Puis, je me suis dirigée vers l'intelligence artificielle. De mon passé geek, quand j'étais au secondaire, je suis allée en informatique. J'ai toujours été un peu la geek de service, celle qui faisait des sites internet, qui comprenait les automations et tout ça. Fait que l'intelligence artificielle, c'est venu de soi en changeant. Puis en même temps, ben, le chat GPT puis toute l'accessibilité à l'intelligence artificielle est venue au même moment que j'ai décidé de déménager. Fait que ça a comme tout a coulé dans le flot. Donc, c'est facile pour moi de comprendre la technologie et de démocratiser et d'expliquer la technologie, l'intelligence artificielle et tout ça. On va avoir du fun aujourd'hui. Puis, Donc, selon toi, c'est quoi les avantages justement de l'IA en lien avec le marketing, les campagnes publicitaires, la communication? en fait, le point positif que je vois, c'est que ça devient quand même plus accessible à la majorité des entrepreneurs puis des petites entreprises au BNL et tout ça. Euh, c'est sûr que ça remplace pas des firmes comme toi ou des agences comme toi, mais ça fait en sorte qu'on a ils peuvent avoir une meilleure compréhension puis un meilleur point de départ en fait pour créer soit une publicité ou quoi que ce soit. Ça remplace pas l'humain, hein. Non, Moi, c'est c'est ça, ça mon message. je suis tellement d'accord avec toi. Ça C'est utile remplacera, en c'est équipe. utile, mais ça remplace pas l'humain. Donc, c'est utile pour pouvoir démarrer des trucs comme ça, de pouvoir rédiger des contenus plus rapidement. Et mettons, tu fais un site Internet, entre toi et moi, on sait que quand quelqu'un commence à faire un site Internet, ce qui est le plus long, souvent, c'est les textes. Oui. De recevoir les textes. Fait que ça peut au moins nous aider à débloquer certains syndromes de la page blanche, de brainstorming, d'aller chercher des idées autres et tout ça. Euh, mais tu sais, moi, je le dis tout le temps, ça remplace pas l'humain. Si vous avez peur de l'intelligence artificielle pour votre métier, je vous dirais de revoir votre perspective et d'en discuter avec d'autres personnes qui l'utilisent parce que, ben, franchement, oui, ça va affecter le marché du travail, mais moi, je le vois plus du côté positif à comment que ça peut nous aider dans nos entreprises. Mais c'est vrai que ça remplace pas l'humain parce que tu sais, veux pas, si tu lui fais écrire, exemple, 100% du texte avec un prompt super basique, ça reste que c'est un robot, là. Il n'y aura pas Ouais. d'émotion, il n'y aura pas de personnalisation tant que ça ne sera pas authentique non plus. Fait que, tu sais, c'est le fun, moi, je trouve, de s'en servir justement pour une base ou pour brainstormer. C'est comme si tu brainstormes avec toi-même, avec quelqu'un qui t'amène un apport, qui te pose des questions, qui te fait comme réfléchir plus loin. Puis des fois, ça t'enligne sur une track complètement différente que sur laquelle tu avais commencé. Donc là, ça devient intéressant, c'est ça, je trouve, au niveau du brainstorming, au niveau de la correction, au niveau de pousser des nouvelles idées. Mais on ne peut pas lui faire Ben, écrire, exemple, un texte de A à Z en lui donnant un petit prompt de base. Là. Ça va être c'est ça, tu sais, robotique, la ça va être. correction. Ben, tu sais, moi, j'écris mal. Là. Je fais des fautes. Je suis encore sur les et, accents, puis ER. J'ai bien de la misère avec ça, puis ça rentre pas dans ma tête. Puis, fait que d'avoir l'IA qui peut me corriger, ça m'aide à avoir des textes qui sont mieux, parce que je sais qu'il y a une certaine population qui stick vraiment sur les erreurs, puis tout ça, puis ça peut les faire décrocher. Fait que comme ça, moi, j'ai un peu... j'ai quelqu'un qui me sauve, là, tu sais, en arrière de Ouais. pouvoir corriger les erreurs et tout ça, là. Ouais, puis tu sais, il y a quand même certaines limites, là, dans le sens que, autant au niveau des textes qu'au niveau des images en lien avec l'IA, je trouve que ça manque de diversité. Tu sais, ça manque de diversité sexuelle, physique, raciale. Je trouve qu'au niveau du texte, c'est très difficile d'avoir un texte qui sera épicène. Il est relativement capable de le faire tu sais, Il avec va de des mieux points, en là. mieux.
Mais épicène, il y a de la misère à trouver, je trouve, à se trouver lui-même des synonymes. Là. Donc, oui, j'imagine que ça va s'améliorer encore plus dans les prochaines années. Puis c'était bien pire si on remonte de ISSMA. Là. Mais je trouve que c'est une grosse limite auquel il faut faire attention, les biais de l'intelligence artificielle. Ben, juste par exemple, quand je fais des photoshoots, on l'a fait ensemble, un photoshoot IA. Ouais. Pour moi, je suis ronde. Puis dès que je marque plus 16, il y a un biais cognitif qui met des personnes afro-américaines, comme s'il y avait juste des afro-américaines qui étaient rondes, puis comme si être afro-américaine, c'est comme, il y a des biais à contresens, ça n'a juste aucun sens. Fait qu'il faut toujours que je mette genre caucasienne plus 16, nanana. Puis même encore, des fois, sur 4 images, il m'en générait juste une. Puis des fois, c'était vraiment comme too much. Donc, il y a des biais cognitifs là-dessus. Il y a des biais cognitifs raciaux quand même encore. Je te le dis, ça s'améliore. Ouais. Mais ouais, il y a des préjugés, il y a des biais. Des fois, c'est le fun, je trouve, de faire une base là-dedans, puis après ça, de retoucher la base qu'on est allé chercher en fonction de notre idée, puis pour l'adapter à la réalité. Là, ouais. Puis, tu sais, tout part aussi de c'est avec quoi que tu pars. Exemple, si, là, je pars du coq-à-l'âne, je pars de photos, puis je m'en vais vers la rédaction. Si, par exemple, tu fais, comme tu as dit, juste mentionner une phrase, genre, rédige-moi une séquence courriel pour mon prochain service. Et si tu dis simplement cette phrase-là, il va te répondre simplement aussi. Donc, tout part aussi avec les données que tu lui donnes. Donc, je crois que c'est de là que ça vient les biais cognitifs, parce que l'intelligence artificielle se fie sur ce qu'il connaît. Donc, qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il voit en ligne, c'est la majorité pour lui. Donc, je mets ça en gros guillemets parce que, dans le fond, c'est sa base de données, ce qui se fie dessus pour créer soit contenu, stratégie ou photo ou graphique, whatever, c'est sa base de données. Fait que si, petit conseil, si vous utilisez ChatGPT et tout ça pour pouvoir créer des choses, des textes et tout ça, le mieux est de créer votre propre base de données. Parce que si, exemple, pour un site Internet, vous rédiger quelque chose, ça serait peut-être fort intéressant d'avoir ton histoire reliée à ça, d'avoir ta marque personnelle reliée à ça, d'avoir tes expressions reliées à ça. Toutes ces informations-là sont vraiment primordiales pour qu'ils te sortent des informations puis des contenus qui sont alignés avec qui t'es. Et là, on va aller jouer justement avec les émotions, la personnalisation. Mais il y a un travail en amont à faire. C'est pas juste rédige-moi une séquence courriel pour promouvoir mon service. Si tu veux juste utiliser cette phrase-là, ben il faut que tu fournisses un PDF qui explique tout le service. Exact. Puis tu sais, je trouve que quand on commence puis qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on devrait inclure comme information dans ce prompt-là, des fois, la bonne façon, c'est juste de lui demander de vous poser des questions. Pose-moi des questions pour t'aider à populer ma demande, pour que mon prompt soit plus clair. Puis, pour des débutants intermédiaires, je trouve que c'est une bonne façon de justement s'habituer à donner plus d'informations, à avoir une petite discussion avec l'intelligence artificielle qu'on est en train d'utiliser, puis là, on finit par arriver avec au moins un résultat qui est un peu plus collé sur la réalité, sur nous-mêmes, sur la personnalité de notre marque. Ben, moi, je dis tout le temps de voir l'échange que tu as avec l'intelligence artificielle, peu importe. Je dis là, ça peut être Claude, ChatGPT, Gemini, whatever, OK? N'importe quel. Ouais. Vois ça comme une relation de couple. Moi, le monde rit tout le temps parce que j'appelle ChatGPT mon mari. Donc, c'est une relation de couple. Fait que dans la relation de couple, s'il y a une chicane qui arrive, s'il n'y a aucune communication, ça se peut qu'il y ait des non-dits puis des choses comme ça qui passent sur le radar. C'est la même chose avec ton intelligence artificielle que tu utilises. Si tu as peu d'informations, ça se peut que ça passe sur le radar. Mais si tu es capable d'exprimer vraiment ce que tu veux et ce que tu désires, comme dans une relation de couple et relation d'affaires et whatever, tu mentionnes tes désirs, tu mentionnes tes attentes, tu mentionnes qu'est-ce que tu as envie que ça soit. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle, là. C'est tellement bien dit. Tu sais, c'est quasiment une relation employé-employeur. Là. Ben oui. C'est comme ça qu'il faut le voir.
sais, je donne l'exemple souvent de l'architecte. Est-ce que tu vas laisser un stagiaire architecte construire une maison complète sans vérifier, sans lui mentionner c'est quoi les barèmes, les critères, les lois, les règles? Parce que dans chaque ville, il y a des règles différentes pour l'architecture. Fait que, tu sais, il faut que tu lui donnes des guidelines, il faut que tu lui donnes l'information. Ça devient un outil, dans le fond. Oui, ben oui, absolument. Qu'on c'est un enligne outil, de la bonne façon. Comment tu vois l'évolution, toi, des intelligences artificielles dans les prochains mois, années? Ça va être inévitable de au moins se former. Au moins se former, au moins savoir dans qu'est-ce que ça fait, comment ça peut nous aider, tout ça. Puis aussi de s'informer sur les options qu'il y a à notre disposition, parce que la plupart des gens pensent que l'intelligence artificielle, ça s'arrête à la création de contenu. Là. Oui. Oui, ben, mais c'est pas juste ça. Non, toute l'analyse de données puis de statistiques, entre autres, c'est remarquable. Les automations, ouais. L'écriture de chatbots, les agents, tu sais, un agent, un bot agent, là, un agent virtuel, là, ça peut le faire aussi. Donc, il y a beaucoup d'étapes qui vont pouvoir être sautées. Mais là, je monte un red flag, un drapeau blanc, en fait, un drapeau blanc. Informez-vous avant de sauter dans les automations et tout ça, parce que c'est pas pour tout le monde. Et il faut avoir, encore là, faire un travail en amont. Fait qu'il faut savoir qu'est-ce qui est grugeur de temps, qu'est-ce qui prend beaucoup de main-d'œuvre ou de temps de cerveau ou peu importe. Qu'est-ce qui prend le plus de temps dans une entreprise, c'est d'analyser avant et de aussi se poser les questions comment je voudrais que mon processus soit fait et monté avant de contacter quelqu'un qui va venir vous faire les automations. Parce que justement, le mois passé, j'ai refusé une cliente parce que c'était comme, OK, je veux juste un formulaire, que les données vont aller dedans, puis que ça l'envoie le bon formulaire, puis que je puisse revoir le formulaire après. OK, oui, mais attends 2 secondes, là. Ton formulaire, comment tu veux qu'il soit? En PDF, en formule genre Google Form? Après, c'est quoi tu veux qu'il fasse? Tu fais quoi avec ces données-là? Fait que, tu sais, il y a comme plein de questions que la future cliente ou la potentielle cliente a fait comme je sais pas, là. Fait qu'ils ont comme. Je suis pas prête, là. J'étais comme, ouais, mais je pourrais te la faire, là, ton automation. Je peux te la faire. Mais les choses à te poser comme question, c'est longévité. Est-ce que vraiment de juste me payer X montant va te servir à long terme si je te fais juste faire ton formulaire? Tu sais, il faut réfléchir à qu'est-ce qui va après? C'est le service client, c'est la suite des choses. Ces données-là s'en vont où dans mon entreprise? Qu'est-ce que je fais avec ça? L'analyse de données, comme tu disais. Fait que là, c'est comme... Puis le logiciel qu'on utilise actuellement, c'est-tu le bon logiciel qu'on... Tu sais, fait qu'il y a comme plein de questions à se poser là, avant, là. Oui, puis tu sais, l'intelligence artificielle, en ce moment, elle n'est pas super forte pour faire de la stratégie puis pour voir en amont les prochaines étapes. Si on ne lui demande pas, il ne le fera pas. Donc, si on fait juste lui demander, crée-moi tel truc, jamais il va, oui, mais quelles sont les prochaines étapes? Ou il faut le pousser dans sa réflexion, il faut lui demander quelles questions tu as besoin de me poser ou quelle information dont tu as besoin pour le futur, pour les prochaines étapes, pour mon réel besoin à court, moyen, long terme, tu as besoin pour m'offrir une bonne solution. Tu sais, si on ne dit pas ça, jamais lui va prendre les devants pour nous le demander. Là. Il va se fier à notre prompt de base puis il va donner une réponse basique, à moins qu'on lui demande de nous poser des questions, exactement. C'est ça, à moins que tu configures. Tu sais, comme exemple, là, on peut configurer nos propres GPT. C'est comme justement, j'ai créé un GPT, genre un générateur de contenu que quand tu mets une transcription, il génère une suite de contenu qui vient avec. Mais ça, tu sais, je l'ai construit. C'est ça. Qui réagit comme ça. Fait que si, exemple, tu veux ton GPT réagit à c'est quoi la suite des choses, faut que tu le construises, mais faut que tu lui dises aussi les tâches qu'il va appliquer. Fait que tu sais, c'est comme... Il le fera pas tout seul. Il le fera pas tout seul. Ça prend l'humain. C'est ça. Mais plus on va l'utiliser au final, plus il va être bien configuré, plus on va finir par sauver du temps. Là. Oui. Tu sais, c'est ça, c'est que les gens partent en peur avec l'intelligence artificielle actuellement parce qu'ils se disent, tu sais, comme que je disais, on va faire voler notre job.
Oui, mais avant de te faire voler la job, là, ça se peut que ça prenne encore 5 ans. Ça se peut que ça prenne juste 1 an, mais ça m'étonnerait bien gros. C'est trop nouveau encore. Fait que, tu sais, il y a quand même un travail en amont qui se fait. Il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'il se construise avant. L'humain n'est pas prêt de disparaître dans le marché du travail, là. Non. Ben non. Fait que, tu sais, il y a encore beaucoup de choses à faire avant de... De remplacer complètement l'humain. Hein. C'est ça, il y a encore le besoin de supervision et tout ça, là. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu comme l'avènement des ordinateurs, dans le sens que, oui, il y a certains emplois qui, malheureusement, vont être perdus, mais il y a des nouveaux emplois qui vont être créés aussi. Tu sais, il y a un certain transfert de l'employabilité qui va se faire. Ça va devenir un outil comme les ordinateurs sont devenus un outil. Est-ce que ce sera autant incontournable que les ordinateurs? Difficile à dire, probable. Moi, j'ai l'impression que oui, là, mais on va me faire lancer des roches si je dis ça. Mais j'ai l'impression que oui, puis que ça va devenir un outil dont les humains vont se servir. Puis oui, ça va prendre la place de certains emplois, mais il y en a d'autres qui vont être créés, il y en a d'autres qui vont utiliser cet outil-là. C'est de voir où on veut se positionner là-dedans comme professionnel en marketing. Ben, tu sais, comme étant photographe, tu sais, moi, je vois vraiment l'intelligence artificielle comme la caméra digitale qui est arrivée. Puis je donne tout le temps, j'arrête pas de dire, je donne tout le temps cet exemple-là, là. C'est un bon exemple. Tu sais, Kodak, là. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Kodak, là, mais Kodak a fait faillite je me souviens plus l'année exacte, autour de 2008. 2010 environ. Pardonnez-moi mon erreur. J'ai pas Environ. la date exacte. Environ, OK? Mais Kodak, là, dans le fond, là, c'est que ça a été un des premiers précurseurs à sortir la caméra digitale. Mais ils ont fait, ben non, les gens vont rester avec l'argentique, donc avec les films. Puis là, ils se sont entêtés, puis ils ont fait l'autruche de se mettre la tête dans le sable, et ils n'ont pas investigué, ils n'ont pas mis autant d'argent puis débloqué autant de budget que Canon, Nikon, Sony, Fuji. J'aurais fallu faire, tu sais. Puis là, dans le fond, c'est que Canon, Nikon puis tout ça, ils étaient rendus tellement avancés dans le numérique, Kodak n'a pas pu suivre. Ils ont fait faillite, ils ont fermé les derniers processeurs et des trucs comme ça. Tu sais, oui, il y a encore des gens qui développent des photos argentiques, mais bonne chance pour trouver les laboratoires qui en font encore. Il en reste pratiquement plus dans le Canada ou ailleurs. C'est très, très rare. Fait que, tu sais, un moment donné, moi, je vois ceux qui désirent apprendre, c'est les Nikon, les Canon, les Fuji de ce monde, les Sony de ce monde. Ceux qui décident de faire l'autruche et de décider qu'on met la tête dans le sable, ça n'existe pas et c'est juste passager, seront les Kodak de ce monde. Moi, c'est ça que je... Fait que, tu sais, la longueur, tu sais, c'est que la courbe d'apprentissage va tellement être rendue grande que ça va être difficile à rattraper. Fait que ça, c'est mon seul avertissement à faire pour ceux qui ont vraiment, vraiment peur. Informez-vous, tout simplement. Puis, exact. C'est justement que il y a encore des caméras. Tu sais, les Polaroid, là, c'est revenu full à la mode, OK? Ouais, mais là, la nostalgie est à la mode en ce moment. C'est ça. Par rapport à tout, là. Fait que ça veut pas dire, parce que l'intelligence artificielle est là, que les Polaroid vont arrêter d'exister, que les caméras argentiques vont arrêter d'exister. Puis c'est drôle, hein? Il y a encore du monde qui peint. Parce que la peinture, c'est avant la caméra. Tout à fait. Il y a encore du monde. La semaine passée, je référais encore une artiste peintre. Fait que ça existe quand même, là. C'est moins demandé, mais ça existe quand même. Fait que, tu sais, c'est comment tu te démarques. Tu sais, si tu veux pas utiliser l'intelligence artificielle ou whatever, là, comment tu te démarques. Comment tu peux faire en sorte que tu vas te sortir du lot et tout ça. Fait que, tu sais, ça existe encore. Les métiers sont pas tous en péril. Non, clairement, tu sais. Puis j'ai l'impression aussi que ceux qui ont il y en a beaucoup, en fait, qui voient ça comme une grosse, grosse montagne à gravir l'apprentissage de l'intelligence artificielle, que c'est tellement lourd. Mais tu sais, j'ai une de mes amies, elle me dit tout le temps ça par rapport à tout, baby steps, baby steps. On commence, tu sais. Puis c'est vrai, dans le fond, tu sais, pour un apprentissage d'une nouvelle technologie comme celle-là, quelqu'un qui commence là maintenant, ben, baby steps.
Faites des tests, Petit à commencez à petit. apprendre. C'est ça. Il y a des formations qui existent. Toi, tu en donnes une qui est super basée sur la pratique, puis être capable de comprendre, puis de s'en servir au final. Mais tu sais, il y en a d'autres aussi si on veut des formations plus courtes, plus longues, dépendamment de notre industrie. Mais à un moment donné, ça vaut la peine de se former, puis de baby steps, d'y aller petit à petit, puis d'apprendre, puis de tester, puis on va devenir de meilleur en meilleur. Là. Ben, tu sais, c'est pas aujourd'hui que je vais te dire, ben, crée-toi un Zapier pour faire l'automation entre ton site Internet, puis ton infolette, puis tes prises de rendez-vous, puis de... tu sais, non, mais on sauve tellement de temps avec Zapier. Je sais, on sauve du temps, mais tu comprends que si t'as même pas si t'as pas de compte ChatGPT encore, ou on va commencer quelque part, ouais, c'est ça. Va pas dans Zapier le faire, là. C'est ça. Mais il y a plein de gens qui utilisent l'intelligence artificielle sans s'en rendre compte aussi. Ben oui. Je veux dire, il y a plein d'entreprises, des chatbots, là. Il y a plein d'entreprises qui utilisent ça, mais qui se rendent pas, qui réalisent pas en fait que c'est l'IA qui est derrière ça, ou les options de photos sur nos cellulaires. Là, on supprime quelqu'un instantanément, puis ça nous remet ce qui est derrière la personne. C'est l'intelligence artificielle. C'est ça. Mais tu sais, on s'en rend pas compte parce que c'est des options d'IA qui sont tellement intégrées dans nos vies, faciles d'accès, faciles d'utilisation. Au final, il n'y a pas grand monde que je connais qui utilise vraiment zéro IA déjà dans leur vie. Là. Ils savent juste pas. C'est ça. Les premières étapes ont été faites. Là, ça va, tu sais. Sur Facebook, là, quand tu parles à ton mari, là, que tu veux donc telle affaire, puis que drôlement, le soir même, tu as des publicités qui sont alignées avec ça. C'est un algorithme qui est en arrière de ça. Puis ton Alexa, que tu lui dis « Hey Alexa, rajoute-moi du beurre dans ma liste d'épicerie », c'est de l'intelligence artificielle. Et là, tout à coup, tu as une annonce qui est en spécial à l'épicerie X du coin. Le beurre dont tu cherches, dont tu avais besoin. Ou sinon, ton Netflix. Ton Netflix qui te suggère les catégories de qu'est-ce que t'aimes écouter, ou ton Spotify qui est comme... Hey, moi, Spotify, là, on est chummés, là. J'ai une liste de chansons de 10 heures, puis là, il s'est rendu tellement raffiné que toutes les chansons qu'il me suggère à la fin, parce que tu peux aller, dans le fond, sur Spotify, dans le bas, puis tu scrolls jusque dans le fond, puis après ça, tu vois, selon le style de musique de ton application, de ta playlist, ben, tu peux avoir d'autres musiques qui y ressemblent, puis là, tu découvres d'autres artistes et tout ça. Ça, c'est génial. J'ai tellement découvert d'artistes. Je me demande si j'en aurais entendu parler sinon. Là. Non, c'est ça l'affaire. C'est comme... Comme les musiciens sont là, ils sont comme, ben voyons, je vais perdre ma job. Puis je suis comme, non, mais tu comprends pas, là. Moi, je t'ai découvert grâce à l'intelligence artificielle. Ouais. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est subtil, c'est présent. Hey, ça existe depuis les années 60, il me semble. Là, j'ai enregistré une masterclass là-dessus, mais moi puis les chiffres. Hey, merci beaucoup, Marie. C'était super intéressant. Puis là, tu as une infolettre sur l'intelligence artificielle, plein de contenu super utile par rapport à ça. Est-ce que tu veux nous partager ton site web pour qu'on puisse aller s'abonner si on ne l'est pas déjà? Oui. Marie, moi, c'est Marie avec 2 R. Donc, MARRIE, _EVE, Puis, vous allez avoir toutes les informations, soit pour l'infolette, soit pour des outils gratuits ou d'autres formations quelconques là, sur l'intelligence artificielle. Fait que ça va me faire un bien gros plaisir de vous aider à comprendre et à avoir moins peur et d'avoir envie de l'utiliser surtout. Ben, merci beaucoup. Doucement, mais sûrement, c'est bien dit. C'est ça. Voilà. Ben, merci. Bonne journée. Bye.